fait, ce que je trouve ironique, c'est que là, on a parlé de l'oubli de l'importance du matériel, oubli qui est dû à ces décennies de courbes allant toujours vers le haut, à des décennies de stabilité, de paix aussi, de prospérité relative et d'amélioration des conditions de vie, ou de leur stabilité, à gros traits. Et ce qui est assez ironique, c'est que cet oubli, le fait qu'on n'en ait plus du tout conscience, qu'on n'y pense même pas, on parle complètement d'autre chose et on néglige un peu ce présupposé fondamental, il arrive pile au moment où ces conditions matérielles sont sur le point d'être fragilisées. C'est-à-dire qu'on a vécu des décennies, voire des siècles de croissance très forte, de transformation démiurgique du monde, et nous arrivons maintenant à un moment où cette infrastructure matérielle de nos sociétés va entrer dans de grandes turbulences. Alors là, c'est pas moi qui le dis du tout, je ne fais que compiler des données et des pronostics qui sont consultables par tous dans deux domaines essentiellement, dans le domaine des ressources, avec l'idée que nous vivons sur une planète qui est finie, et à moins d'aller explorer les astéroïdes, la Lune, Mars, etc., ce qui peut nous fournir certaines choses, mais pas tout. Il y en a beaucoup de flotte sur les astéroïdes, par exemple. Ça, il y a la désalinisation. Et il y a la désalinisation, on va y venir, tout à fait. Donc, on va être confronté à la finitude de ces ressources. Et la finitude des ressources, c'est pas une bonne nouvelle pour un modèle économique qui est fondé sur une production massive et le recours toujours croissant à l'énergie et aux matières premières. Énergie, essentiellement, mais aussi métaux, matériaux de diverses natures. Donc ça, c'est le premier problème. Le pic de production du pétrole conventionnel est dépassé. Il y a des tas de métaux qui sont en tension et qui vont être encore plus en tension parce qu'on essaye d'électrifier notre économie, etc. etc. Bon, c'est des choses qui sont connues. Ouais. Et puis l'autre grande série d'analyses, ce sont des analyses en termes de changement climatique. C'est-à-dire que ce processus extractiviste, productiviste, sur lequel repose notre prospérité, on peut dire qu'il a été bénéfique, entre guillemets, sur plein de plans, pas tous les plans, mais sur beaucoup de plans pour notre bien-être collectif, eh bien c'est ce processus lui-même qui finit par déstabiliser notre environnement, par altérer les conditions dans lesquelles il se déploie. Donc les conditions de production agricole, mais aussi industrielle, tout ça va changer sous l'effet des turbulences que nous avons provoquées dans le système Terre, pour le résumer, n'est-ce pas ? Et alors, ces analyses, elles sont connues depuis très longtemps. Pour les ressources, oui, tu as cité le rapport Meadows, qui a été un peu la première sonnette d'alarme, qui a été réactualisé régulièrement depuis, c'est toujours d'actualité, hein. C'est pas une vieillerie des années 70, au contraire. Quand on observe les prédictions et les courbes que nous avons effectivement suivies, pour l'instant, on est plutôt dans les courbes du scénario standard. Et puis, les changements climatiques, il y a le GIEC, n'est-ce pas, qui n'est pas non plus un assemblage de joyeux hurluberlus. Donc, ce ne sont pas des prédictions de collapsologie cataclysmique ou complètement fantastiques. Ce sont plutôt des scénarios avec des probabilités. Personne n'est Madame Irma, mais c'est vrai que des transformations semblent assez inévitables. D'autant plus qu'on va avoir ce que Jean-Marc Jancovici appelle l'effet ciseau. Qui pour le coup est très regrettable, c'est que ces deux types de crises, la crise des ressources et la crise climatique, elles vont potentiellement, partiellement se télescoper, se produire dans la même temporalité. Et donc, tu parlais de désalinisation, oui, ce serait une solution formidable avec les moyens techniques dont on dispose, on pourrait désaliniser à gogo les océans, et tout irait bien. Si on avait beaucoup d'énergie bon marché. Et le problème, c'est que cette énergie elle-même, probablement, dans les décennies qui viennent, en viendra à manquer. Donc on sera un peu partout, dans tous les domaines où qu'on regarde, confronté à davantage de défis, avec moins de moyens. Donc c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est désespéré. Non. La science avance, et l'esprit humain est inventif. Ça va se jouer à pas grand-chose. Si ça passe... disons qu'il y a une forte incertitude. Ouais. Qu'est-ce qui va progresser plus vite ? L'inventivité humaine ou les catastrophes auxquelles on va être confronté, en essayant de parer au plus pressé, et peut-être pas les choses de plus long terme, qui demandent de la concentration et de la stabilité. Donc oui, beaucoup de perturbations à venir, certainement. Inégales selon les régions aussi, ce qui est un autre facteur d'instabilité d'ailleurs, géopolitique pour le coup. Et donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est ce que vont devenir les femmes à la faveur de ces transformations. Comme pour l'amélioration matérielle que nous avons connue, ça va affecter tout le monde. Mais en miroir de ce que j'essaie de montrer dans la partie historique, je pense que ces transformations vont avoir des conséquences spécifiques pour les femmes, notamment en ce qu'elles vont
probablement pousser vers le retour d'une forme ou d'une autre de spécialisation dans la répartition du travail. Alors, pas pour retomber au Moyen-Âge, et encore moins à l'âge des cavernes, bien entendu, ça je pense pas que ce soit des scénarios crédibles, plutôt vers des choses un peu hybrides, bien entendu, mais dans lesquelles l'ensemble des conditions qui ont permis aux femmes d'avoir ce statut beaucoup plus homogène, beaucoup plus interchangeable avec les hommes, peuvent être mises en question. À commencer par le fait que si une société devient plus rustique, avec moins d'énergie, moins d'esclaves énergétiques à notre disposition, et ben la force de nos bras, le travail physique, le travail manuel, redevient d'actualité. Et qui dit plus de travail manuel, dit souvent aussi plus de spécialisation, parce que personne n'a changé notre constitution physique. Et puis, un monde aussi, malheureusement, où ces progrès médicaux, qui ont aussi été diffusés à l'ensemble de la population via notre enrichissement collectif et les systèmes de socialisation de toute une partie de ces bienfaits, sécurité sociale, n'est-ce pas, assurance maladie, retraite, etc. Tout ça peut aussi être remis en question. Un monde aussi probablement beaucoup plus en tension, parce que qui dit diminution du gâteau dit lutte pour le gâteau qui reste. Plus de tension, c'est-à-dire plus de violence aussi. Probablement une augmentation des conflits, tant entre les États que des conflits à l'intérieur des pays. Tout ça n'est pas très favorable aux femmes. Tout ça n'est pas très favorable à la mortalité, et notamment à la mortalité infantile. Et donc potentiellement, oui, ça peut créer des conditions dans lesquelles une partie des gains que les femmes ont obtenus peuvent être mis en cause de façon structurelle. Non pas parce que les idées changent ou que y a tel ou tel leader politique qui veut remettre en cause quelque chose, mais parce que les conditions mêmes de notre vie vont changer. Et donc, un peu partout, là où ces conditions vont changer, on peut avoir le même mouvement qui pousse vers une dégradation du statut des femmes. Si je schématise ce qui pourrait se passer, c'est grosso modo plus de mortalité infantile, plus de besoin de bras, on demande, on exige, on se débrouille pour que les femmes fassent... Oui, c'est même pas qu'on demande, c'est que ça se fait. Ça se fait parce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est une nécessité, c'est la loi de la nécessité. Les femmes font plus d'enfants, se retrouvent plus souvent à la maison, donc plus souvent préposées aux tâches domestiques, plus fatiguées, donc moins utiles dans les champs ou dans une industrie sommaire. Et d'un coup, l'idéal, on rationalise a posteriori, on recommence le cycle et on rethéorise l'infériorité des femmes. Tout à fait. En gros, un monde dans lequel il n'y a pas d'antibiotiques, par exemple, ce qui est une réelle possibilité pour le coup. C'est un peu indépendant du reste des crises, mais moi je trouve ça aussi fondamental. C'est un peu la troisième crise qui nous attend. Ouais, ça tu m'as rajouté une angoisse. Je l'avais pas du tout celle-là avant de lire ton livre, mais maintenant... Le livre est presque parti des antibiotiques en fait, à la base. Donc c'était vraiment au cœur de la réflexion. Un monde sans antibiotiques, c'est un monde dans lequel... alors, on ne revient pas au taux du Moyen-Âge, parce qu'il n'y a pas que les antibiotiques dans la mortalité infantile, mais où la mortalité infantile augmente très substantiellement. Et une mortalité infantile qui augmente très substantiellement, ce sont des enfants qui meurent assez souvent parmi les gens que vous connaissez. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent vraiment vous arriver. Et quand c'est une chose qui peut vraiment vous arriver, il y a tout un ensemble d'automatismes de pensée que nous n'apercevons même plus, qui cessent tout à coup d'être évidents. Et notamment cette idée que si un jour je veux avoir un enfant, il sera toujours temps d'y penser. Et ça, c'est une idée qui, quelque part, est profondément anti-féministe, parce qu'elle remet un peu en cause la souveraineté de l'être humain, enfin de la femme en l'occurrence, sur son destin procréatif, sur son destin physique. La nécessité qui s'immisce dans cette affaire... elle va complètement à l'encontre de cette idée de liberté, de libre arbitre dans cette histoire de la procréation. Donc oui, ce sont des exemples, bien entendu. Mais si on met toutes ces transformations possibles négatives bout à bout, ça dessine un monde dans lequel la pression vers des modèles beaucoup plus traditionnels de fonctionnement sera très certainement plus forte.